issu du processus d'Alger. C'est la principale information qui a marqué la semaine. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre émission Regard croisé pour vous aider donc à analyser les contours de cette actualité. Nos invités, ils sont quatre. Hein. Le premier, Monsieur Chakoumar Soumano, il est président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à tous mes téléspectateurs, merci pour l'invitation. Deuxième invité, Monsieur Mamadou Lamine Sibi, il est conseiller des affaires étrangères. Monsieur Sibi, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Troisième invité, Monsieur professeur Abdul Karim Djamoutene, professeur d'enseignement supérieur à l'université de Bamako. Professeur, merci d'être là. Bonjour et merci à vous. C'est moi qui vous remercie et merci aux téléspectateurs qui nous suivent de partout où ils se trouvent. Notre quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'appelle Monsieur Nouhoum Sarr, honorable Nouhoum Sarr. Il est membre du CNT et président du parti FAD. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant donc d'ouvrir les débats sur ce qu'on appelle désormais le défunt accord issu du processus d'Alger, l'affaire dite EDM-SA continue à défrayer toutes les chroniques ici au Mali. La semaine a surtout été marquée par un rebondissement dont l'une des manifestations a été la mise sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités liées à l'affaire Chakoumar Soumano. Vous avez un mot à dire par rapport à cette affaire dite EDM-SA? Oui, merci bien Barou pour cette question. Déjà, je témoigne toute ma solidarité aux personnes qui sont sous mandat de dépôt. Saluer aussi la justice, parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que la justice était carrément inerte et qu'elle ne bougeait pas. Donc je pense que le dossier a bougé. Et... Solidarité ou compassion? Bon, moi, je suis animé par un sentiment mitigé dans la mesure où j'ai quand même des personnes très proches à moi, à qui d'ailleurs j'ai rendu visite. Je leur témoigne toute ma solidarité et je prie Dieu qui très rapidement... Toute chose qui va jouer sur la qualité de votre analyse? Non, même pas. J'essaie d'être objectif, oui. Parce que j'ai dit, quelque part, il faut tirer aussi chapeau à la justice. Parce qu'on a toujours dit que le temps de la justice n'est pas celle des hommes. À un moment donné, il y a eu souvent des informations comme quoi qu'il n'y aurait rien. Et après, vous voyez, quand la justice s'est levée, elle a quand même essayé de pouvoir montrer qu'elle existait des éléments. Et donc, c'est aussi pour paraphraser le procureur Mohamed Din pour l'économique. Et bon, ce que je veux dire aussi, c'est de dire qu'il y a encore la présomption d'innocence. Ce n'est pas une condamnation. C'est juste pour des besoins d'enquête. On est à la phase préliminaire. Le procès n'est pas encore proposé, n'est pas encore, en tout cas, ne s'est pas encore tenu. Et il est fort possible que certains d'entre eux, ou bien l'ensemble d'ailleurs, puissent être blanchis. Mais il faut que les Maliens comprennent qu'à cette phase, il faut aussi faire jouer la présomption d'innocence. La mise sous mandat de dépôt ne veut pas forcément dire que la personne est coupable. Et là également, on va demander à la justice de continuer parce que j'ai comme l'impression qu'il y a encore des choses qu'on va savoir. L'investigation, si vous regardez, en tout cas, un document fuité, si vous voyez, il y a eu toutes les pièces qui ont été transmises. Ça veut dire que maintenant, le dossier est entre la main de la Cour suprême. D'ailleurs, je profite pour saluer le procureur général qui fait un travail remarquable. Ce n'est pas seulement dans ce dossier, mais qui fait un travail remarquable pratiquement sur tous les dossiers qu'on lui a transmis. Donc, c'est le lieu aussi de lui témoigner aussi toute ma compassion et tout mon soutien. Monsieur Sibi, de par votre position confortable de conseiller des affaires étrangères, comment vous observez cette actualité malienne? Bon, comme tout le monde, je pense que la situation que vit la société énergie du Mali appelle forcément des actions fortes de la part des pouvoirs publics. Et je me dis que ces arrestations ou alors ces mises sous mandat de dépôt entrent dans ce cadre-là. C'est des réponses à un certain nombre d'irrégularités, je présume,
via la justice, naturellement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a d'autres formes de réponses qui doivent être apportées. Je pense notamment peut-être déjà à un plan d'investissement sur le long terme pour que nous sortions de ces cycles de délestage que nous connaissons depuis un temps, mais qui s'est accentué ces derniers temps pour des raisons nombreuses, vous pouvez aisément comprendre. Et donc, moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les faits de justice, mais sur le plan politique, je me dis que c'est un message. C'est un message, parce que quand une société est mal gérée, ça ne peut être que les conséquences d'une gestion calamiteuse qui nous ont amenés là, et avec des conséquences sur la vie des ménages, des petites entreprises, etc. Et donc sur l'économie du pays lui-même. Il faudrait forcément des réponses à hauteur des faits. Et moi, je l'inscris dans ce cadre-là. C'est une réponse parmi tant d'autres des pouvoirs publics à un fait qui est devenu cancérogène pour tout un pan de l'économie nationale. Ok. Professeur Edem Gate, plusieurs personnalités arrêtées déjà, c'est le thème qu'on a choisi pour décrire cette actualité. Est-ce que la thématique est bien choisie? Ok, je crois qu'elle est bien choisie et le fait que plusieurs personnalités aient été arrêtées, moi je dirais que c'est un début. Moi, je ne me réjouis pas trop pour le moment, c'est un début parce que vous vous souvenez bien un peu sur votre plateau ici, quand le problème avait surgi, là, une question qui avait été posée de savoir est-ce qu'on pourrait s'attendre immédiatement à une solution. J'avais dit ici qu'il fallait poser d'abord un diagnostic très profond. Ouais. Et que c'est à l'issue de ce diagnostic-là qu'on pourrait savoir quelles étaient les solutions viables à apporter pour une satisfaction, n'est-ce pas, la satisfaction des Maliens. Vous savez, et au-delà de ça, quand vous regardez bien, lors de la sortie médiatique de Madame la ministre en son temps, elle avait mis au devant des questions des citernes, etc. Mais quand j'ai lu le rapport, n'est-ce pas, de la justice, je peux me tromper bien sûr, je peux me tromper. Je crois que ces faits ne sont pas forcément avérés, mais c'est d'autres, à l'issue des enquêtes beaucoup plus approfondies de la justice, n'est-ce pas, que d'autres, n'est-ce pas, faits ont été avérés, ce qui a conduit l'institution judiciaire, n'est-ce pas, à arrêter et mettre sous mandat de dépôt un certain nombre de personnes. Vous savez, je voudrais que la justice soit une institution dans ce pays. Elle ne l'est pas. Vous savez, normalement, la justice peut s'autosaisir. Il y a chaque fois des rapports de contrôle. Il a fallu que le problème de carburant, de coupure, etc., soit exacerbé, que la justice, n'est-ce pas, décide d'assumer sa mission qui est connue de tous. Sauf qu'elle a agi sur plainte du ministre en charge de l'énergie. Oui, j'arrive. Oui, mais s'il vous plaît, je suppose, peut-être que je suppose que la justice peut s'autosaisir sur un certain nombre de choses. Il y a certains des rapports de contrôle qui sont là. Oui. Est-ce qu'il fallait attendre à ce que le problème atteigne ce niveau pour agir? Vous savez, c'est pas seulement la justice seule. Dans ce pays, c'est presque l'ensemble des structures. Il faut que les gens ont des missions, les services ont des missions, il faut agir. Est-ce qu'il faut attendre à ce que chaque fois qu'on détourne, que ça atteigne un certain niveau, que le truc soit gâté avant? Non. Et puis encore, pourquoi je dis je voudrais qu'elle soit une véritable institution? Je le dis, Dieu, tout le monde a peur de Dieu, mais sur terre ici, c'est la justice qui est notre Dieu sur terre. Tout le monde a peur de la justice. Dès lors que la justice s'assume, les vols, les corruptions vont s'arrêter. Et donc, automatiquement, et dès lors que le président, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a su? On a su qu'il y a une volonté politique qui est derrière. Et lorsque la volonté politique est derrière, le ministre de la Justice et les institutions judiciaires, n'est-ce pas, se mettent à la tâche pour essayer de travailler. Mais si, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que s'il n'y a plus cette volonté politique-là, est-ce que la justice va continuer à travailler comme elle est en train de travailler actuellement? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ce n'est plus une institution. C'est ce que moi j'appelle le fait d'être une institution n'est pas une institution. Une institution, elle évolue, elle a des règles. Quel que soit le chef, l'institution fonctionne selon des règles. Mais si l'institution, la vie de l'institution, le souffle doit dépendre, n'est-ce pas, du dynamisme du chef en question, ce n'est plus une institution, c'est une structure qui évolue, n'est-ce pas, au gré du chef en question. Et moi, pour moi, je voudrais que la justice, franchement, c'est une fierté, je les félicite. Et il y a un élément, quand le ministre a dit que, je crois, quand il est sorti, il a dit que la justice en son temps, et le temps de la justice diffère du temps de la population. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, au fait. Au fait, les institutions sont faites pour répondre aux besoins de la population. Et donc, la justice doit forcément s'adapter
le temps de la justice doit s'adapter au temps de la population. Parce que lorsque la population a un problème, et la population voudrait savoir la vérité, vous devez essayer d'adapter vos différentes stratégies, n'est-ce pas, au temps de la population. Donc, il faudrait que désormais, la justice s'adapte au temps de la population. Nous avons besoin de la vérité et nous les remercions pour ce qu'ils ont fait. Okay. Soumano, un élément du dossier, un élément du dossier s'est retrouvé sur la place publique. Oui, justement. Toute chose qui a choqué un certain nombre d'internautes. Absolument. D'ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos initial, c'est des choses qu'on doit éviter. Parce que ça rentre dans le cadre des secrets de l'instruction. Imaginez un PV en bonne et due forme signé des mains d'un procureur aussi important que celui du pôle national en charge comment on appelle pas de la cybercriminalité. Du pôle en charge de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et donc, pour moi, c'est des attitudes qu'il faudrait qu'on bannisse. Ce n'est vraiment pas bien. Moi, je pense qu'il faut que ceux qui font ça, qu'ils arrêtent. Maintenant, ceci étant, je voudrais quand même rassurer un peu mon ami et mon voisin de gauche qu'il ne faut pas que la justice, le temps de la justice soit le temps des hommes. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous regardez la complexité de cette affaire, d'ailleurs, même dans le code de procédure pénale, il est prévu des temps d'enquête préliminaire. Pour tout ce qui est caractère intellectuel, c'est 1 année, et tout ce qui a un caractère correctionnel 1 année, tout ce qui a caractère criminel, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Maintenant, si déjà dans les textes, on a donné la possibilité aux enquêteurs de faire des enquêtes jusqu'à 1 année ou à 3 ans, c'est parce que ça a été réfléchi. C'est des hommes qui sont dans la pratique qui le font. Donc, si vous voulez forcément qu'aujourd'hui on saisisse la justice et que demain la justice rentre, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de décisions qui seront prises là. Donc, moi, je pense qu'il laisse le temps à la justice de faire son travail. Et maintenant, encore une fois, il faut noter que ceux qui ont été mis sous mandat de dépôt ne sont pas encore coupables. Il y a la présomption d'innocence. Il faut que ce travail de sensibilisation que nous devons de transmettre, parce que nous, on a la chance d'être sur des plateaux, d'expliquer, mais il faut dire, mandat de dépôt ne veut pas dire culpabilité. Peut-être ceux qui sont aujourd'hui sous mandat de dépôt pourraient être des coupables, tout comme ceux qui sont sous mandat de dépôt pourraient être relaxés. Donc, il ne faut pas tout de suite qu'on fasse l'amalgame en disant que systématiquement, tous ceux qui sont sous mandat de dépôt sont véritablement sont des coupables. D'ailleurs, il y a d'autres qui ont été relaxés à ce stade, il y a d'autres qui ont été mis sous contrôle judiciaire. On peut aussi transformer le mandat de dépôt en contrôle judiciaire. Donc moi je dis, laissez vraiment le temps et ayons confiance en notre justice parce qu'on a affaire à des professionnels. Sylvie, est-ce que vous avez été choqué comme beaucoup de Maliens de voir ces PV d'enquête faire le chou gras des réseaux sociaux? Choqué, peut-être, je ne sais pas. Mais ça n'est, je crois que Soumano l'a dit, ça n'est, dans le meilleur des mondes, un PV ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Donc, vous savez, c'est des mutations, les sociétés évoluent, on a du mal depuis l'avènement des GAFAM, c'est comme ça, contenir les informations, c'est les défis de tous les gouvernements du monde actuellement. Donc moi je le classe sur ce registre-là. Je sais que c'est une évolution. Maintenant, comment est-ce qu'il faudra adapter, trouver des leviers au niveau de la gouvernance pour pouvoir maîtriser ces outils-là. Mais est-ce que dans le cadre de la révabilité continue, est-ce qu'il ne doit pas y avoir de la reddition à ce niveau, de compte à ce niveau? Pourquoi je dis que c'est un défi qui se pose à tous les gouvernements du monde? Parce que, vous savez, on n'a pas toujours les solutions à tous les problèmes, tout de suite. Il faut peut-être un temps. C'est avec l'avènement le développement des TIC là, que pratiquement tout le monde a un téléphone portable, tout le monde peut se connecter. Donc l'information est difficile à contenir dans des bureaux ou bien dans des... Bon, ça peut fuiter entre peut-être le signataire et le planton ou celui qui distribue les courriers. Mais maintenant, comment se rendre compte que c'est à partir de là que ça a fuité? Ça aussi, c'est très difficile à situer. Maintenant, il s'agit de continuer des réflexions à comment, de manière générale, comment trouver des leviers de gouvernance pour pouvoir contenir les informations, même pas que ce PV-là, mais des informations qui peuvent être sensibles et qui ne doivent pas sortir de leur circuit de transmission. C'est un défi dans les gouvernances actuelles, au regard de ce que je disais, de l'évolution. Vous savez,
toujours pour continuer dans la même veine, au niveau international, moi j'ai entendu des voix qui demandent à ce qu'on arrête le processus d'expérimentation de l'intelligence artificielle. C'est aussi dû un peu à tout ça là, parce qu'on a du mal à gouverner. Parce qu'on gouverne aussi, c'est parce que il y a un certain nombre de choses qui peuvent rester discrets, secrets, etc. etc. Donc je le mets dans une approche, sinon j'en fais un problème beaucoup plus global. Ce n'est pas une question de PV tout simplement. Maintenant, ça renvoie à un problème beaucoup plus global qui est maintenant celui de comment contenir l'information. Professeur, est-ce qu'on peut parler de fuite organisée, par exemple, le fait que tout le monde a pu lire ce PV d'enquête sur les réseaux sociaux? Bon, moi je ne pense pas que ce soit une fuite organisée. Je m'inscris un peu dans la logique de Sibi. Le contexte actuel rend difficile le fait de pouvoir cantonner l'information à un certain niveau. Mais à qui profitent ces PV sur les réseaux sociaux? Vous savez que les parties prenantes, les acteurs, les parties prenantes n'ont pas les mêmes intérêts, au fait. Il y a certaines personnes qui souhaiteraient que l'information soit connue vite pour que ça puisse, s'aimer la discorde, avoir des impacts. Il y a des effets recherchés derrière tous ces différents éléments. Et donc, du coup, chacun utilise cette information en fonction de ce qu'il recherche. Mais je souhaiterais revenir sur quelque chose là. Tout à l'heure, au fait, comment Soumaré, c'est que Soumano, moi je suis d'accord. Au fait, il y a des textes, n'est-ce pas, des règles qui sont déjà préétablies. Mais cependant, ces règles-là sont établies parce que nous recherchons un objectif. Et maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des limites, il faut les améliorer. Au fait, dans la société, nous travaillons tous pour les besoins de la société, d'accord. Et donc l'institution judiciaire doit s'adapter aux besoins de la société. Ce n'est pas la société qui doit s'adapter aux besoins des institutions judiciaires. Et donc il revient aux acteurs de l'institution judiciaire de revoir même les procédures, de réformer en leur sein, n'est-ce pas, pour qu'il y ait déphasage entre eux et la population. Parce que je vais vous dire une chose, quand souvent il y a un déphasage, ça peut souvent entraîner des troubles politiques. Parce que vous prenez votre temps, vous dites non, et le peuple n'a pas compris à un moment donné, ça peut entraîner des soulèvements et donc remettre en cause tout ce que nous avons comme acquis. Moi, je dis simplement, je suis d'accord que chaque structure a ses règles. Je respecte les règles de l'institution judiciaire. Je dis en tant que citoyen, n'est-ce pas, lambda, je souhaite que la justice essaie de revoir en son sein et que afin de rendre encore plus diligent et plus rapide encore ces procédures pour qu'il n'y ait pas ce déphasage entre l'institution judiciaire et cette population. D'accord. Allez-y. Moi, je voudrais dire déjà, il faut noter par rapport au PV, il y a tout à l'heure, Barbara disait qu'il faille le mettre dans le cadre de la reddition des comptes. Oui, la reddition des comptes, parce que ça, c'est pour les décisions de justice. Quand le juge rend sa décision, en ce moment, c'est public. Et d'ailleurs, même si on prend en matière de procédure de divorce, les débats se tiennent devant le juge dans son bureau, mais le délibéré est fait publiquement. Et c'est pour cela qu'on dit le juge statuant publiquement. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre que les décisions de justice soient publiques. Mais là, le PV d'enquête, pour moi, doit rester dans le cadre de l'instruction. Voilà, dans le cadre des instructions. Sinon, j'étais en train de dire que pour que les responsables de cette fuite rendent compte. Oui, mais bien sûr. Oui. C'est pour cela que moi j'ai dit, quelles que soient comment on appelle, les intentions inavouées, il faut qu'on sévisse. Et je pense que quelque part, là, il y a une législation au Mali qui condamne ce genre de pratiques. Oui. Parce qu'on n'a pas intérêt, c'est pas bien. Les personnes qui l'ont fait n'arrangent pas la population. Parce que ça crée une confusion. Ouais, nous-mêmes, ici, on est partagés entre pourquoi ça a été fait. Oui. Il y a certains qui disent que c'est fait à dessein, d'autres pensent que c'est bon. C'est peut-être la personne qui l'ont fait, Dieu seul sait pourquoi ils l'ont fait, mais moi j'estime que en se comportant en bon père de famille, il faudrait que chacun se dise ça, c'est des choses qu'il ne faudrait pas faire. Constatant donc son inapplicabilité, le gouvernement du Mali vient de signer l'acte de décès de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'annonce a été faite ce jeudi à travers deux communiqués dans lesquels les autorités de la transition épinglent l'attitude inamicale du gouvernement algérien garant de défunt accord. Monsieur Sibi, vous qui êtes conseiller des affaires étrangères, quelle lecture technique avez-vous de cette annonce de fin de l'accord? Si vous me demandez de donner un point de vue technique, je ne serais pas tellement à l'aise, mais bon. Anyway,
Bon, techniquement, c'est qu'on a rendu caduque l'accord. Parce que la partie gouvernementale s'est retirée de l'accord. Ça ne l'engage plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, quand vous n'êtes plus dedans, les termes de l'accord ne lui sont plus opposables. D'un point de vue technique, c'est comme ça qu'il faudra comprendre les choses. Mais l'approcher sur le plan politique, puisque les enjeux sont hautement politiques, serait beaucoup plus intéressant, à mon avis. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais en dire quelques mots. Vous savez, l'accord d'Alger, en réalité, bon, après tout ce qu'on a dit des années durant, est un outil, a été vu par l'Algérie finalement comme un outil d'influence géopolitique ou alors un levier qui peut lui servir dans certains calculs pour avoir un État entre guillemets sous ses pieds. Vous savez, dans les relations internationales, c'est toujours utile d'avoir un État faible à ses frontières qui vous doit ou alors qui vous craint pour des raisons X ou Y. Ça peut vous apporter du bien dans un certain nombre de cadres. Je pense notamment aux cadres multilatéraux. C'est ce qui a été constaté depuis. C'est pourquoi les différents gouvernements, pas que ce gouvernement, est-ce que les différents gouvernements, en tout cas, avaient tous convenu que cet accord-là ne réglait pas le problème, en réalité. Et ils ont tous eu raison, parce que ça n'a jamais réglé les problèmes. Mais ceux qui ont été courageux, ce sont ces militaires-là, en réalité. Ils ont été les plus courageux d'entre tous pour franchir le pas et dire que finalement, il est temps qu'on sorte de ce que moi j'appelle à mon niveau cette hypocrisie-là qui n'en est pas une en réalité. On va vous revenir. Professeur, le gouvernement a décidé de mettre fin à l'accord. Réaction? Moi, je dis que le gouvernement a répondu à la volonté du peuple. Parce que quand on s'intéresse d'abord à cet accord, on se rend compte que depuis 2015, quand il a été voté, le peuple dans sa globalité n'a pas été associé. Et donc, même quand on rentre un peu à l'intérieur de cet accord-là, on se rend compte que d'abord c'est une imposition, comme je l'ai dit, le peuple n'était pas associé, c'est d'abord une imposition d'une grande partie de l'extérieur, plus une minorité de la population malienne sur l'ensemble de la population. Et en plus, c'est une injustice. Parce que quand vous rentrez dans l'accord faisait la part belle à toute une minorité au détriment de la majorité de la population. Et aussi, l'accord aussi, c'était la démocratie spatiale au détriment de la démocratie du peuple. C'est-à-dire que la démocratie, elle est supposée être, n'est-ce pas, un pouvoir du peuple, par le peuple. Donc, du coup, qui tient compte de la population. Mais dans cet accord-là, c'était une démocratie de l'espace. Et encore, je crois que ça va, comme il vient d'arriver le Mounsar, au moins ça va empêcher à ces élus d'éviter l'hypocrisie politique. Parce que je dis, pourquoi je dis ça? Quand je me rappelle encore lors de la loi électorale, lors de la lecture de la loi électorale, mon camarade Solomandé, quand il devait justifier certains arguments en disant qu'il fallait tenir compte, forcément intégrer l'accord de l'Alger là-dedans, je crois que ça nous empêche. Désormais, ça nous permet de sortir de cela. Donc, renoncer, c'est répondre favorablement à la volonté de la population. Et donc, en tout cas, nous donner notre indépendance. Sauf que la population avait demandé une lecture intelligente. La population n'a une application intelligente. Non, la population n'a jamais demandé une application intelligente. Il y a certains les ANR, par exemple, le DENI, tous ont consacré une relecture de l'accord, pas au renoncement. Non. Peut-être que ceux qui s'étaient chargés de rédiger ont écrit comme ils voulaient l'entendre. Sinon, moi, j'ai participé aux assises. La population, dans la grande majorité, ne voulait même pas ces accords-là. Ils avaient dit qu'il faut un nouvel accord. Un nouvel accord voudrait dire quoi? Suppose le préalable, c'est abandonner l'ancien accord. C'est ce qui a été fait. Oui, et maintenant, non, pour être factuel, oui. Ni le DENI, ni l'autre là ne consacrent la fin de l'accord.
je dis que moi j'ai participé aux assises. Oui. Ce qui a été deux assises, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc les recommandations n'a pas reflété. Il y a les rédacteurs. Maintenant, il fallait tenir compte de la communauté internationale. Il fallait savoir écrire pour plaire à la communauté nationale application intelligente ou quoi intelligente. Et ça, c'est des formulations. Mais ce qui a été demandé globalement, la population ne se retrouvait pas dans le dit accord. Et donc la population voulait qu'on s'en débarrasse et qu'il y ait un nouvel accord qui tienne compte de la préoccupation de la majorité de la population. Maintenant, la première phase de cela, d'abord, c'est abandonner l'ancien, aller maintenant vers un nouvel accord. Maintenant, si on estime, le gouvernement actuel dit, j'abandonne complètement, maintenant à poser un nouvel mécanisme qui permet à l'ensemble de la population malienne de se retrouver et d'en discuter. Je crois que c'est le même processus qui a été demandé dans le cadre des assises nationales. On va vous retourner la parole. Grand pourfendeur de ces mêmes accords. L'accord d'Alger n'a jamais été sa tasse de thé préférée. Noussar, j'imagine votre joie lorsqu'on a annoncé la fin de cet accord. Tout à fait. Je voudrais présenter des excuses très sincères à nos téléspectateurs pour ce retard. Je suis en convalescence et je ne force pas beaucoup. C'est avec une joie immense que j'ai tout naturellement appris le communiqué du gouvernement qui a mis fin à cette escroquerie politique qui a duré près d'une décennie dans notre pays. Vous savez, en 2014, lorsque le dialogue commençait à Alger, nous étions de ceux-là qui avons indiqué que c'était une fausse route, c'était une fausse prescription pour notre pays. Et nous n'avons jamais baissé les bras. Des éléments de synthèse au pré-accord jusqu'à l'accord en 2015. Nous avons apporté la contradiction et nous nous sommes insurgés contre cette supercherie. Et voilà qu'aujourd'hui l'histoire et notre peuple nous donnent raison. Donc nous saluons bien évidemment les plus hautes autorités, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, l'ensemble des membres du Conseil national de transition, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, les membres du gouvernement, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui de toute façon ont tous œuvré à ce que le Mali puisse embrasser un véritable chemin de retour de la paix, de retour de la concorde et de la cohésion nationale. L'accord antinational est terminé. C'est clair que le président a indiqué dans son discours qu'il faut désormais un nouveau mécanisme de dialogue direct intermalien. Et je suis très heureux de voir qu'il y a une commission qui a été créée à cet effet. Nous serons là pour prodiguer les conseils, pour partager nos expériences et faire en sorte que désormais le Mali puisse continuer à être maître de son destin. Monsieur Barou, ce n'était pas par plaisir que nous sommes insurgés contre l'accord, procédait de la falsification de l'histoire nationale. La Zawad, on en a créé, on en a fait une nation, on a jeté de la poudre aux yeux aux populations maliennes en disant qu'il y aurait un désarmement. Il n'y a eu ni désarmement, ni cantonnement, ni redéploiement. Donc, aujourd'hui, il faut que nous regardons la vérité en face. Nos frères Touareg, qui, à un moment donné, ont fait des choix contraires aux intérêts de notre pays, il faut qu'on se regarde en face. Nous sommes liés par le destin. Et le fait que nous soyons liés par le destin nous oblige à nous retrouver, à discuter et à trouver le compromis dynamique pour que nous revenions tous sur le chemin de la paix qui a toujours été la préoccupation de l'ensemble des populations qui vivent sur le territoire national. D'accord. Soumano, vous avez toujours plaidé ici, en tout cas dans ce studio, pour le maintien de l'accord pour la paix. Quelle lecture en apprenant cette nouvelle? Alors déjà, j'assume ma position. Contrairement à peut-être les deux qui ont toujours été des pourfendeurs, à une partie de l'histoire, j'ai soutenu cet accord-là. Je le redis, je le maintiens. Mais ce que je voudrais dire, je vais faire l'analyse pourquoi je le maintiens. Vous savez, on a toujours tendance à dire que la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Hier, l'accord avait quelque chose de positif parce que nous avions une armée qui était très fragile, où il y avait beaucoup de complots. Et d'ailleurs, ça a permis de faire taire les armes et d'éviter beaucoup de massacres. Ça, au moins, on peut le reconnaître. Et moi, je suis de ceux-là qui voient toujours le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Je ne dis pas qu'à cette période également, il n'y avait pas de problème. Mais moi, je vois ce qui était positif en son temps. Entre-temps, les choses ont changé.
Donc quand les choses ont changé, véritablement, il y a eu le courage quand même de pouvoir dénoncer. Comme beaucoup de choses ont été dénoncées, la preuve, on peut faire la même analyse dans le cadre du changement de la Constitution. Le Constitution de 92 a toujours posé des problèmes, mais il a fallu qu'à un moment donné que des personnes prennent leur courage pour pouvoir changer qu'on aille vers la 4e République. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc cette réalité aujourd'hui, c'est ça qui justifie la logique. Et d'ailleurs, je suis beaucoup plus conforté dans mon analyse quand je vois les éléments qui ont été mis en avant. Justement. Parce qu'on n'a pas dénoncé pour dénoncer. Est-ce qu'ils sont solides, ces éléments? Moi, je les partage parfaitement. Donc, ces accords n'ont pas été dénoncés parce que, tout simplement, il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a une victoire. Aujourd'hui, c'est un fait. C'est irréel, tout le monde, c'est palpable, tout le monde voit. Donc, tous les éléments qui ont été mis en avant, c'est clair. Tous les Maliens, en tout cas, pour ceux qui ont l'amour du Mali, savent que les arguments mis en avant par le gouvernement malien sont pertinents. Et moi, je les partage. Ça, c'est important. Maintenant, ce qui me met à l'aise, ça, c'est le nouveau mécanisme proposé. Parce que quand on jette l'eau, on a tendance à dire qu'il ne faut pas jeter l'eau avec l'eau du bain avec le bébé. Aujourd'hui, on a proposé un mécanisme qui sera beaucoup plus pertinent. Parce que la première des choses où moi j'ai eu du mal à avoir une réponse d'abord sur l'accord, c'était ce quelle était sa nature. Est-ce que c'est un accord international ou bien c'est un accord, c'est le droit positif ou c'est le droit international? Les gens ont tendance à penser, en tout cas ceux qui nous ont imposé cet accord-là, ont voulu lui donner un caractère international. Or, ça n'a rien d'autre. Parce que ce n'est jamais passé devant l'Assemblée nationale, ça n'a jamais fait l'objet de loi de ratification. Donc c'est quelque chose qui a été signé. Et ceux qui avaient ce pouvoir... Il a été signé par le ministre des Affaires étrangères du Mali quand même. C'est pas parce que ça a été signé par le ministre des Affaires étrangères que ça fait de cela un traité international. Cette nature juridique est toujours posée. Et je défie quiconque de me dire, est-ce un accord international ou bien c'est une loi? C'est là, en tout cas, le problème, ce n'est pas seulement au Mali, même avec les accords de Marcoussis en Côte d'Ivoire, en 2003, la même chose s'est posée comme problème. Donc, mais on va passer sur ça. Aujourd'hui, là, l'orientation que le président de la transition nous a donnée, aujourd'hui, tout le monde est clair, et il a mis les limites. Et là, je pense que ça fait l'objet de notre débat. Il dit qu'il est hors de question, quand on va faire le dialogue intermalien, il n'y aura pas question de parler sur la forme de laïcité, la forme républicaine, ça, on ne parlera pas de ça. Et mieux, cet accord-là, il y aura plus d'inclusion. Le débat qui va, enfin, le dialogue que le président propose qu'on instaure sera beaucoup plus inclusif. Parce que moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de Maliens qui n'ont pas été associés. Peut-être M. Noussar a été associé en tant que, à l'époque, peut-être adversaire politique. Mais